va nous parler biodiversité et santé. C'est un sujet qui nous est cher. J'espère que tous ceux qui sont là avaient visité, tous ceux qui êtes là avaient visité notre terrasse comestible. Si tel n'est pas fait, je vous engage après à aller la voir parce que c'était parti d'une belle idée. Et je vous assure que de monter, aller chercher une tomate, un concombre, une aubergine et se faire le repas le midi, c'est quand même le pied intégral dans une entreprise. C'est vraiment... je pensais que c'était pas possible, en fait, ça l'est, c'est vraiment un plaisir. Là, on est sur du local, du bio, du sans pesticides, du naturel, et la fierté d'avoir nos propres légumes pour un citadin, c'est absolument formidable. Donc voilà, sur cette base, eh bien, Élise nous a proposé de travailler ce matin, de plancher sur biodiversité et santé. Élise, merci d'avance. Alors, pour vous expliquer un peu comment l'idée de cette thématique m'est venue, moi je travaille à Primum en tant que juriste et à côté je réalise une thèse en droit de la santé et droit de l'environnement. Et de ce fait, j'écris dans une revue qui s'appelle la revue Droit et Santé. Et j'ai écrit un article sur l'avis qu'a rendu le Conseil consultatif national d'éthique sur la biodiversité et la santé. C'est pour ça que j'ai travaillé sur ce sujet et notamment j'ai commencé par définir ce que c'était la biodiversité et la santé pour bien comprendre quelles pouvaient être les possibles interactions entre les deux et quelles solutions on avait. Donc j'ai retiré 3 solutions, des solutions scientifiques, des solutions juridiques et politiques et des solutions civiles. Donc tout d'abord, qu'est-ce que la biodiversité ? Donc la biodiversité, c'est la diversité des organismes vivants qui s'apprécie en considérant la diversité des espèces, celle des gènes au sein de chaque espèce, ainsi que l'organisation et la répartition des écosystèmes. Le maintien de la biodiversité est une composante essentielle du développement durable. Ce qui est intéressant avec cette définition que je viens de lire, c'est que c'est une définition officielle qui a été prise par la Commission d'enrichissement de la langue française et ces définitions sont publiées au journal officiel. Donc toutes les normes juridiques seront fondées sur cette définition lorsque le mot biodiversité sera utilisé. Donc la biodiversité, c'est plusieurs couches et on commence par la diversité du vivant, qui est formé de complexes écologiques, qui sont eux-mêmes formés d'écosystèmes terrestres, aquatiques et marins. Et ces écosystèmes, ils sont d'une grandeur variable. Ça peut être très très grand et très petit au niveau microscopique, comme par exemple l'écosystème qui est formé dans nos intestins et qui forme un écosystème de bactéries qui permet la digestion et l'assimilation de l'aliment. Ensuite, on a la diversité des espèces, et puis la diversité des individus au sein de l'espèce et la diversité génétique. Donc, pour illustrer la biodiversité, on a la diversité des espèces animales, la diversité des végétaux, la diversité génétique. Tout ça forme des écosystèmes, et on a aussi la diversité des individus, que ce soit l'être humain ou dans les espèces animales et végétales. Ensuite, qu'est-ce que la santé ? Alors la santé, souvent, il y a beaucoup de définitions et moi j'aime citer celle de l'Organisation mondiale de la santé car pour moi c'est la plus complète, la plus large possible. Donc la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Donc on parle ici de bien-être physique, mental et social. C'est les 3 composantes qui sont nécessaires à une bonne santé. Donc aujourd'hui, la biodiversité, elle est en danger car l'action humaine porte atteinte à la biodiversité. Alors, j'ai recensé 6 principales atteintes à la biodiversité. Donc tout d'abord, on trouve la déforestation et la réduction des espaces naturels et des animaux sauvages. Donc la déforestation, ça entraîne une réduction de l'absorption du CO2, donc du dioxyde de carbone, ce qui entraîne le réchauffement climatique, avec les conséquences dont je vous expliquerai tout à l'heure. La destruction des écosystèmes. Ensuite, les atteintes à la biodiversité, ça consiste aussi à la destruction des barrières de corail, au dépeuplement des fonds marins. Donc ça, c'est dû, notamment la destruction des barrières de corail, c'est dû au réchauffement climatique, car la température des océans augmente, ce qui entraîne le blanchiment des barrières de corail. Et c'est dû également
à l'agriculture intensive et au rejet qui entraîne le développement d'une étoile de mer qui détruit la barrière de corail. Et notamment le dépeuplement des fonds marins, c'est dû à la pêche intensive. Donc tout ça, ça a des conséquences sur l'être humain, puisqu'il y a une perte des revenus touristiques, un appauvrissement des populations dans ces zones. Ça a des conséquences sur les écosystèmes, avec la disparition notamment des poissons, qui est une source importante d'alimentation et de revenus dans certains pays. Donc ensuite, on a comme troisième atteinte principale, on a la pollution des sols, la disparition des abeilles avec les néonicotinoïdes et la pollution médicamenteuse. La pollution, ça entraîne une contamination animale et humaine avec le développement des maladies émergentes et chroniques. Ça entraîne des scandales sanitaires. Et pour ce qui est la disparition des abeilles, mais aussi des insectes pollinisateurs, ça a une incidence sur les milieux naturels, mais aussi sur les milieux agricoles. La quatrième atteinte, ce sont les monocultures, l'agriculture intensive, la sélection des espèces animales d'élevage. Ça entraîne quelque chose où on n'est pas forcément informé, mais les monocultures entraînent un appauvrissement des sols. C'est-à-dire qu'à force de cultiver toujours la même chose, on puise les ressources du sol et ces ressources ne sont pas renouvelées. Ce qui fait que les sols meurent. Et une fois que le sol est mort, la solution proposée, ce sont le plus souvent des engrais chimiques. Et récupérer un sol mort en agriculture biologique, ça prend plusieurs années, donc avec des contraintes financières. Et ça entraîne une deuxième conséquence aussi, la pollution des sols et la mort des sols, c'est qu'aujourd'hui on produit des fruits et légumes et des céréales qui ont moins de qualité nutritive que celles qu'on produisait avant avec une agriculture biologique. Ensuite, la cinquième atteinte, ce sont les constructions industrielles, tertiaires, l'aménagement urbain, qui font qu'on détruit certains milieux naturels. Et aussi, fait intéressant, à force d'urbaniser sans inclure la nature dans les projets, dans les grands projets, ça a un impact sur la santé psychologique humaine qui a été prouvé. Voilà, une urbanisation nocive pour la santé psychologique. Et enfin, la dernière atteinte, c'est la disparition de certaines espèces animales tuées à l'homme, donc qui entraîne une perte de la biodiversité et une destruction des écosystèmes. Ce que je veux vous montrer ici, c'est que la biodiversité a un lien très fort avec notre société. Car en fait, la crise de la biodiversité, la perte de la biodiversité touche les personnes les plus pauvres. Car en fait, la société, elle est dépendante de la biodiversité. Et c'est ce qu'on appelle les services écosystémiques. Donc ce sont les services rendus par la biodiversité et l'environnement aux sociétés humaines. Et ce qui est très très intéressant par rapport à ces services écosystémiques, c'est que pour certains, on peut les chiffrer. Par exemple, les insectes pollinisateurs nous rendent un service en permettant la reproduction de certaines plantes. Et aujourd'hui, c'est l'INRA et le CNRS qui ont chiffré ce service à 153 milliards d'euros pour la production alimentaire mondiale de 2005. C'est-à-dire que si aujourd'hui on perd ces insectes pollinisateurs, on devra payer 153 milliards d'euros pour arriver à produire ce que l'on produit aujourd'hui. Ensuite, je vais vous parler du cœur du sujet de cette intervention, c'est la biodiversité et la santé. Et donc je vais vous raconter deux anecdotes, deux histoires qui se sont passées en lien avec la biodiversité. La première, c'est une conséquence négative de l'existence de la biodiversité sur l'être humain. C'est l'histoire du moustique tigre qui transmet beaucoup de maladies. Donc le chikungunya, la dengue, Zika, fièvre du Nil, fièvre jaune, paludisme, ce sont des maladies souvent très graves. Et voilà. Et cette histoire, en fait, elle est intéressante car le moustique, les maladies s'étendent
parce que le moustique se déplace. Et pourquoi il se déplace? C'est dû au réchauffement climatique qui est dû à l'action humaine. Et c'est intéressant souvent quand on a un lien négatif avec la biodiversité, c'est toujours intéressant de remonter la chaîne des causes. Et on s'aperçoit que la plupart du temps, l'être humain est la première cause. La deuxième histoire, c'est celle qui m'a le plus intriguée, et j'ai vu des articles ces derniers temps qui sont parus. On parle de plus en plus de la maladie de Lyme, et en fin de compte, c'est la même chose. On remonte la chaîne des causes, et je suis allée voir comment les tiques transmettaient cette maladie. Et donc en fait, le tique, quand il naît près du sol. Et près du sol, il va s'attaquer au premier organisme qu'il va trouver. Et ces organismes, ce sont les rongeurs. Donc, une fois qu'il a attaqué un rongeur, les rongeurs sont le vecteur de certaines maladies, de certaines infections ou bactéries, notamment la bactérie Borrelia, qui transmet la maladie de Lyme. Et donc, le tique est infecté, et une fois qu'il sera infecté, c'est à ce moment-là qu'il va pouvoir contaminer un autre animal ou l'être humain. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est que ces dernières années, en fait, on a fait un petit peu la chasse au renard, parce qu'on l'avait classé comme animal nuisible. Parce que le renard transmet certaines maladies, ou transmettait, et parce que, en fait, le renard mange les poules, et il mange les petites proies des chasseurs. Donc ça a contrarié un petit peu les chasseurs, qui ne pouvaient plus chasser les petites proies. Donc on s'est dit, eh bien on va exterminer les renards, puisque c'est un animal nuisible. Sauf que ce qu'on n'avait pas prévu, c'est qu'en enlevant la population de renards, ça a accru la population des rongeurs, donc accru la présence de la bactérie Borrelia, et donc la contamination des tiques par cette bactérie. Ce qui fait qu'on a aujourd'hui un accroissement des personnes touchées par la maladie de Lyme. Voilà, c'était les deux histoires que je voulais vous raconter. Et en fait, la biodiversité, on a un lien particulier avec elle parce qu'elle nous apporte des choses et parfois elle peut être dangereuse pour nous. Donc la dangerosité, c'est le transport des maladies par les insectes, les animaux, les attaques par des animaux sauvages et les plantes et animaux toxiques pour l'être humain. Rien d'insurmontable. Cependant, c'est ce que je vous mentionnais tout à l'heure, elle nous apporte des services écosystémiques. Et c'est l'alimentation, la qualité de l'air, la qualité de l'eau. C'est la source aussi de 40% de nos médicaments qui proviennent des êtres vivants, donc des plantes, des micro-organismes. Et ça nous apporte aussi un bien-être psychologique de l'être humain en présence de la nature. Donc c'est vital. Alors je vais vous parler des solutions scientifiques tout d'abord. Donc ces solutions scientifiques, elles sont assez simples. Au final, on peut utiliser la science pour tout ça, notamment par exemple pour l'histoire du renard. Si on avait eu une approche un petit peu plus scientifique et moins administrative, on aurait pu trouver une solution, réfléchir à l'écosystème, évaluer, anticiper les conséquences que peuvent avoir l'extermination d'une espèce. Donc la solution, ce serait accompagner la réponse administrative par la connaissance scientifique, avec un gros bémol cependant à cause de l'utilisation des biotechnologies. Alors par exemple pour les moustiques tigres, une société qui est spécialisée dans les modifications génétiques a proposé de créer des moustiques qui ne peuvent pas porter les maladies, et qui, quand ils se reproduisent, leur descendance ne porte pas la maladie non plus. Donc, pourquoi pas? Sauf qu'on ne sait pas les conséquences que peuvent avoir l'insertion dans la biodiversité d'une population de moustiques génétiquement modifiée. Donc, on n'a pas forcément de recul là-dessus. Et notamment, les organismes qui sont chargés de la santé publique et de la prévention de ces maladies dans les pays les plus concernés disent « Mais nous, on a déjà fait des progrès. Avec nos petits moyens, on a fait des progrès. On a déjà baissé le niveau de prévalence du paludisme, par exemple. Et on a besoin juste de plus de temps, plus de moyens pour arriver à faire diminuer ce chiffre. Est-ce qu'on a besoin d'investir dans les biotechnologies, de dépenser beaucoup d'argent pour des conséquences dont on ne peut pas anticiper ?» Donc, utiliser la science, ça impose d'utiliser l'éthique scientifique, donc avec des normes éthiques scientifiques, un code de déontologie.
Et ces normes éthiques, elles doivent prendre en compte deux choses quand on parle de biodiversité. C'est évaluer l'utilité de la réponse scientifique et l'absence d'alternatives, et prendre en compte la complexité du vivant. On ne peut pas forcément tout anticiper. Donc il faut toujours faire une analyse bénéfice-risque par rapport aux décisions qu'on prend. Alors ensuite, ce qui est plus mon domaine, ce sont les solutions politiques et juridiques. Aujourd'hui, on a quelques solutions juridiques de préservation de la biodiversité. Donc déjà, on a le principe de précaution qui est garanti par la Charte de l'environnement et la Constitution. Alors le principe de précaution, c'est un principe qui dit que même si on n'a pas une totale certitude scientifique sur la dangerosité d'un produit, d'une action, etc., ça n'empêche pas qu'on puisse agir. Donc on peut prendre des dispositions juridiques, politiques, avant même d'avoir une certitude totale scientifique, qui est très difficile à obtenir sur certains points. Le domaine d'application du principe de précaution, c'est ce qui nous permet d'interdire d'utiliser par exemple des produits phytopharmaceutiques ou de réglementer leur utilisation. C'est ce qui nous permet de réglementer les champs électromagnétiques aussi, d'avoir certaines intensités qui soient réglementées. Parce que par exemple pour les champs électromagnétiques, aujourd'hui on n'est pas capable de prouver à 100% la dangerosité. Les études sont soit mesurées, soit contradictoires. C'est vraiment voilà, dans cette optique-là. Et le troisième domaine d'application, c'est par exemple l'interdiction du bisphénol A dans les jouets pour enfants, dans les produits pour enfants. Où là, c'est la même chose, les perturbateurs endocriniens, les études sont contradictoires, mais aujourd'hui, ça ne nous empêche pas d'agir sur le fondement du principe de précaution, d'interdire ou de diminuer les quantités. La deuxième solution qui existe aujourd'hui, ce sont les compensations aux atteintes à la biodiversité. En fait, c'est un promoteur qui va décider de faire un grand projet urbain, construire un aéroport, un centre commercial, tous ces domaines-là. Et il va être obligé, s'il porte atteinte à la biodiversité, de compenser ces atteintes. Donc d'abord, il doit les éviter, ensuite il doit les réduire, et s'il peut ni les éviter ni les réduire, il doit les compenser. Donc on a c'est un mécanisme financier, c'est-à-dire qu'il va financer un site naturel pour qu'il soit agrandi, pour qu'il soit entretenu, pour qu'on fasse des recherches dessus. Si son projet porte atteinte à une espèce qui risque de disparaître, il va réintroduire cette espèce ailleurs. Et voilà, ça va être... Donc c'est un mécanisme qui est très critiqué puisque c'est comme un droit à polluer par exemple. Enfin, le promoteur n'est pas empêché de construire son projet et de détruire. Mais c'est un palliatif pour le moment. Et enfin, on a des instruments financiers, donc des exonérations fiscales pour les comportements dits vertueux. Alors, pour demain, on peut faire mieux, et notamment, c'est ce que mentionnait le Conseil consultatif national d'éthique, c'était l'idée de trouver une synergie entre le développement humain et le développement du vivant en général. Souvent, dans les théories sur la biodiversité, les volontés philosophiques de société, on parle d'abord de l'être humain. On veut toujours que l'être humain soit au centre, c'est une vision. Et aujourd'hui, pour faire ça, le Conseil dit qu'il faut une gouvernance mondiale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui fonctionner État par État. Il faut qu'on ait une politique commune. Et donc aujourd'hui, on a deux outils. Donc je vais commencer par le dernier. C'est les objectifs de développement durable. Donc c'est un programme de développement durable qui a été signé par les États membres des Nations Unies et qui présente 17 objectifs de développement durable, dont le 15 et le 16 qui protègent la biodiversité terrestre et aquatique. Les objectifs, c'est le 14 et le 15. Et enfin, on a un deuxième texte qui est assez nouveau. En fait, c'est le Pacte mondial pour l'environnement. Il a été écrit par des juristes et reconnu, validé par des politiques en France. Et ce texte, il a vocation à devenir un traité international. Donc il serait signé par plusieurs États qui seraient contraints. Donc ce texte, il ressemble beaucoup à la Charte de l'environnement. Il protège la biodiversité, mais ça permettrait d'étendre cette protection à l'ensemble des États. Donc peut-être sous le chapeau des Nations Unies, ou peut-être pas. Ce sont des possibilités.
Sauf qu'on est dans un monde un peu particulier et que ces solutions, elles rencontrent des obstacles aujourd'hui. Donc le premier obstacle, c'est la conception juridique qu'on a de la nature. Et cette conception juridique, aujourd'hui, la nature, c'est un bien. C'est-à-dire qu'on a un droit de propriété dessus. Donc ça ne permet pas de défendre les droits de la nature en elle-même. Ça permet juste de dire à un propriétaire, vous ne devez pas polluer, vous ne devez pas faire ci, si vous polluez, mais ça ne permet pas d'empêcher de grandes catastrophes, de grandes pollutions. On n'a pas de mécanisme juridique aujourd'hui qui prévoit ça. Et on est en train de le créer, ça s'appelle le préjudice écologique, qui fait qu'un citoyen peut demander la défense de la nature lorsqu'on lui porte atteinte, lorsqu'on la pollue, mais c'est quelque chose de très nouveau, donc avec toutes les difficultés qu'on peut rencontrer vis-à-vis de ça. Et le deuxième obstacle, qui est le plus grand, ce sont les lobbies. Donc les lobbies, au début, moi, quand on en a parlé, bon, ok, ça faisait un petit peu sensation, quoi. C'est un peu film, dans ce qu'on voit dans les films et tout. Et en fait, plus on s'y intéresse, plus on s'aperçoit que c'est une réalité. Ce sont des gens qui sont payés pour ça, qui agissent dans l'ombre, ou parfois pas, et qui vont tricher, manipuler, influencer les décideurs. Et c'est une réalité sans complot, sans juste parce qu'ils vont défendre les intérêts des grandes sociétés qui existent aujourd'hui. Et je voulais vous donner un exemple. En fait, c'est ce qui s'est passé au sommet de Rio en 1992. Donc le sommet de Rio, ça a été une grande conférence initiée par les Nations Unies. Et donc cette conférence, elle a permis d'adopter plein de textes intéressants, des chartes de protection de la nature, de protection de l'environnement, de protection de la santé. On a créé des notions, la notion de santé environnementale, c'est vraiment quelque chose de très gros. C'est le fondement de beaucoup de choses. Et sauf qu'en fait, au lendemain de ce sommet, on a eu un appel qui s'appelle l'appel d'Helderberg. Et donc c'était des grands scientifiques reconnus qui avaient signé une pétition en disant que ce sommet c'était n'importe quoi, que ça allait freiner le développement des connaissances scientifiques, voilà. Et donc quelques années après, on s'est aperçu que cet appel en fait a été financé par les industries de l'amiante et du tabac. Donc en fait c'était du grand n'importe quoi, c'était de la manipulation et c'était l'exemple pur de ce que peut être le lobby, c'est-à-dire manipuler les gens et voilà, sous couvert de nous, l'entreprise, c'est la vérité et voilà. Donc, voilà, c'est des exemples comme ça qui font sensation, mais en même temps qui sont réels, qui se passent encore aujourd'hui et qui sont un frein réel à l'action de protection de la nature. Et du coup, vu ces obstacles, je me suis dit que, à moins de s'engager en politique et de lutter contre les lobbies ou de venir travailler à Primum, parce qu'on a cette chance de pouvoir faire du lobby éthique nous aussi, je me suis dit quelle solution nous au quotidien on peut avoir. Donc j'ai trouvé ce qu'on appelle les solutions civiles, c'est-à-dire les solutions citoyennes que chacun de nous peut mettre en place. Donc parfois ça nécessite d'avoir un jardin ou une petite terrasse, mais voilà, je pense que ça nous concerne beaucoup. Donc on peut favoriser la biodiversité des insectes, donc installer des ruches, des hôtels à insectes, des nids à chauves-souris, des nichoirs pour les oiseaux. On peut vraiment faire beaucoup de choses là-dessus. Faire son potager, planter des arbres, des fleurs, justement pour permettre la pollinisation, permettre que les abeilles fassent leur travail. Pour lutter contre les monocultures, l'appauvrissement de la biodiversité au sens de la diversité des espèces végétales, on peut aller chercher des variétés anciennes de fruits et légumes. Donc vous pouvez chercher sur internet, vous avez par exemple des banques de graines, vous avez l'association Cocopelli, vous avez plein de gens qui se mobilisent pour que ces graines, voilà, les utiliser encore. Une deuxième chose, quand vous plantez, faites votre potager ou vous voulez planter des fleurs, il faut utiliser ce qu'on appelle des variétés endémiques, c'est-à-dire qui poussent dans la région. Parce qu'en fait, ces variétés, elles sont adaptées au climat, donc vous n'aurez pas besoin de rajouter de l'engrais ou d'autres choses pour être sûr qu'elles poussent chez vous.
La troisième chose, c'est évidemment consommer le plus localement possible parce que du coup on utilise moins de transport, donc moins de pollution, avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Privilégier une agriculture sans produits chimiques, donc que ce soit biologique, raisonné ou le plus sain possible. Deux autres petites choses. La première, souvent, même la deuxième en fait, ça pose assez de polémique. Ne pas utiliser de désherbant dans son jardin. Moi, je sais que j'ai fait du lobby justement auprès de mes parents pour qu'ils arrêtent d'utiliser du Roundup, mais difficilement parce qu'ils ont tout essayé, toutes les alternatives, et au final, ça leur convenait pas. Donc, voilà. Mais je pense que c'est vraiment quelque chose. En fait, on se rend pas compte. Ce qu'on se dit, c'est que j'en utilise qu'un petit peu. Souvent, on me dit ça. Mais sauf qu'on est tous en train de l'utiliser. Et tout ça, ça se rejette dans les ruisseaux, etc. Enfin, c'est pas, nous, on en met qu'un petit peu, mais sauf qu'on est combien d'êtres humains sur la planète? Donc c'est un petit peu plus un petit peu, ça fait beaucoup trop. Donc voilà, c'est la même chose pour les insecticides, donc limiter leur utilisation le plus possible. Et enfin, une des dernières actions qu'on peut faire, c'est participer aux actions des associations de protection de la biodiversité, ou donner, et voilà, se renseigner sur ces associations qui font un beau travail. On a des associations civiles, on a aussi des associations de l'État ou des organismes, des commissions, etc. qui travaillent dessus. Et voilà, je pense qu'ils font un travail intéressant et parfois trop dans l'ombre. Donc voilà, je tenais à vous remercier d'avoir été présent aujourd'hui. Donc j'aime bien cette citation, je trouve qu'elle est très parlante. L'origine est assez indéterminée, apparemment c'est une citation amérindienne, qui dit que quand le dernier arbre aura été abattu, quand la rivière aura été empoisonnée, quand le dernier poisson aura été pêché, alors ils sauront que l'argent ne se mange pas. Ça fait réfléchir parce qu'en fait, on est en état de dépendance par rapport à la biodiversité. On ne peut pas la supprimer, sinon nous, on va mourir. Voilà. Donc j'ai fondé cette présentation sur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'avis du Conseil consultatif national d'éthique, qui est sorti en juin 2017, avec l'article que j'ai pu écrire par la suite. Et j'ai lu également un livre qui s'appelle « Notre santé et la biodiversité, tous ensemble pour préserver le vivant ». Et c'est un ouvrage collectif dirigé par Serge Morand et Gilles Pépy. Voilà, je vous remercie.